Bienvenue dans cette deuxième partie du débat de France 24 consacrée ce soir à cette passation de pouvoir. Theresa May qui devient la nouvelle première ministre britannique suite à la démission de David Cameron. Elle est arrivée à Downing Street ce soir où elle a prononcé un discours très focalisé sur les questions de justice sociale. Theresa May qui avait fait campagne pour le maintien dans l'Union européenne devra maintenant gérer les négociations en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union dans les mois à venir. On en parle ce soir dans le débat. Une passation de pouvoir qui intervient bien entendu après la démission de David Cameron. Il l'avait annoncé suite à la défaite de son mouvement, de sa campagne pour le maintien dans l'Union européenne le lendemain du référendum sur le Brexit. David Cameron qui a été acclamé aujourd'hui lors de sa dernière apparition dans la Chambre des communes en tant que Premier ministre par les membres de son parti. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que nous pouvons être assez durs, mettre au défi nos dirigeants, peut-être plus que dans d'autres pays, mais c'est quelque chose dont nous devrions être fiers et nous devons continuer ainsi. Et j'espère que vous allez continuer, et moi aussi je continuerai. La dernière chose que je dirais est que vous pouvez réaliser beaucoup de choses en politique, obtenir beaucoup, et à la fin être au service du public, l'intérêt national est ce qu'il y a de plus important. Rien n'est impossible en politique si vous vous y mettez sérieusement. Après tout, comme je l'ai dit un jour, j'ai été le futur. Patrick Martin-Genier, on entendait David Cameron, on l'a entendu devant la Chambre des communes cet après-midi, on l'a entendu ce soir en quittant Downing Street pour la dernière fois. Beaucoup d'émotions par rapport à ce départ anticipé. Personne n'avait pu prévoir que le Premier ministre britannique, qui avait gagné de façon si convaincante les dernières élections britanniques, puisse partir aussi rapidement. Le Brexit, le référendum aura été sa défaite. Oui, absolument. Je crois que pour certains analystes qui connaissent bien la Grande-Bretagne et l'Europe, M. Cameron a pris un risque très très important. Vous savez que c'était pendant la campagne pour les élections législatives. Il avait promis aux électeurs britanniques qui étaient eurosceptiques, qui sentaient déjà cet euroscepticisme, il leur avait promis effectivement un référendum sur le maintien dans l'Union européenne. Il était persuadé peut-être effectivement qu'il allait remporter, d'autant qu'il avait remporté le référendum sur l'Écosse, et donc il était encouragé dans ce sens. Il aurait très bien pu ne pas tenir sa parole, il l'a fait, et effectivement il s'est engagé dans cette campagne en faveur du maintien dans l'Union européenne. Mais vous savez, cet euroscepticisme remonte à très très loin. C'est pour ça qu'à force de dire aux Anglais, aux Britanniques, aux électeurs, finalement l'Union européenne c'est l'enfer, parce que finalement on n'a entendu que cela depuis 30 ans, et qu'il n'y a pas beaucoup de choses bénéfiques, eh bien il a eu extrêmement de difficultés pour en quelque sorte essayer de remonter cette tendance, et ce référendum a été le piège qui s'est définitivement refermé sur lui. Nicolas Soel, ça a été décrit par certains politiques conservateurs, notamment comme un pari qui était pourtant nécessaire, que David Cameron n'avait finalement pas le choix de le prendre, ce pari. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas tout à fait. Je pense qu'à l'intérieur de ça a été présenté, et je pense que c'est vraiment le cas, que c'est un pari à l'intérieur de son parti. C'est-à-dire il y avait depuis très longtemps une forte euroscepticisme à l'intérieur du parti conservateur. Mais je pense que pour l'électeur lambda, l'Europe n'a jamais été une très grande priorité. C'est devenu une question majeure avec le référendum. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'était, à mon sens, c'était une faute politique majeure, et la Grande-Bretagne va payer d'une manière très, très sérieusement dans les années à venir. Paul Thompson, une faute politique majeure? Non, je pense tout le contraire. David Cameron a expliqué dans différents discours et également dans sa lettre de novembre dernier à Donald Tusk, président du Conseil européen, et donc représentant de tous les chefs d'État des États membres, que la question de l'Europe était une question qui divisait et qui même empoisonnait la vie politique britannique, et qu'il était de l'intérêt non seulement du Royaume-Uni, mais également de l'Union européenne d'aborder franchement cette question, et qu'il fallait le faire, même si c'était difficile. Il était conscient des risques, il était tout à fait conscient du fait que, pas seulement au Parti conservateur, mais dans le pays, donc y compris dans les rangs des électeurs travaillistes et même des responsables politiques travaillistes, il y a un courant eurosceptique assez puissant. Et donc, c'était un pari audacieux, on peut dire, mais qui a été lancé de bonne foi et parce qu'il avait le sens que c'était nécessaire pour aller de l'avant, mais il était conscient du risque, et dans
dans la vie, quand on assume un risque, il faut accepter qu'un résultat mauvais peut s'en suivre. Juste avant de vous donner la parole, Patrick Martin-Genier, Laetitia Stroche-Bonnard, ceci dit, le fait est que l'euroscepticisme n'a jamais eu une place aussi importante dans le Parti conservateur, que ce référendum n'a fait qu'accroître ce débat sur la présence, sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Finalement, le pari de Cameron n'a rien résolu sur cette question bien précise. Non, on ne peut pas savoir si le pari de Cameron est un bon pari. Seules les négociations sur le Brexit le montreront, mais surtout la suite. Il va falloir attendre des années avant de voir si, pour le Royaume-Uni, sortir de l'Union européenne était une bonne ou une mauvaise chose. Ensuite, par rapport à la question de savoir si c'est une erreur, c'est peut-être une erreur politique pour lui. Évidemment, il y a un an, jamais il n'aurait pensé devoir partir dans ces conditions. En revanche, c'était certainement la chose à faire pour la vie politique britannique dans son ensemble, parce que non seulement le Parti conservateur est divisé sur la question de l'Europe depuis les années 60 et 70, et ça s'est amplifié dans les années 80, mais UKIP frappait à la porte, et le seul moyen pour David Cameron d'internaliser cette question finalement et de ne pas la laisser aux extrêmes, c'était de faire un référendum. Donc je pense qu'il a bien fait. Ensuite, peut-être que la campagne du Remain n'a pas été très bien menée, et ce qui est très frappant en fait dans cette campagne, c'est que les politiques qui ont défendu le Remain n'ont pas été capables de montrer concrètement ce que faisait l'Europe pour les citoyens britanniques. Donc on peut leur en vouloir, on peut estimer qu'ils sont mal informés, qu'ils ont montré un vote protestataire, mais en même temps, quand les partisans de l'Union européenne étaient sommés de montrer quels étaient les avantages concrets, ils n'y sont pas parvenus, ce qui est quand même très surprenant. C'est un problème, on a l'impression, pour l'Union européenne tout entière. Oui, il y a un vrai... Tout à fait. Oui, excusez-moi, il y a une vraie, effectivement, un fossé entre ce que pensent les peuples et ce que pensent les dirigeants. Il y a une vraie fracture, on le trouve une fracture sociologique, une fracture politique, et en Grande-Bretagne, une fracture territoriale entre les Écossais, Londres, les Irlandais qui ont voté majoritairement pour le maintien. Et ce que disait Madame à Londres a tout à fait raison. Je pense que le courant eurosceptique était tellement important que M. Cameron a eu du mal à remonter le courant à l'envers. Et j'ai regardé, moi, personnellement, je ne sais pas si vous l'avez fait, le débat de la BBC sur donc le débat sur le Brexit, et j'ai vu que la responsable des syndicats britanniques disait mais si l'Europe ça apporte quand même quelque chose, regardez pour la protection sociale, pour la protection des salariés, il vaut mieux être dans l'Union européenne pour avoir des normes sociales qui soient harmonisées qu'à l'extérieur de l'Union européenne où on risque un dumping social. Et quand on voit par ailleurs les mensonges qui ont été ceux des partisans du Brexit, qui ont fait une grosse campagne sur l'immigration quand même avec des mots d'ordre qui ont payé le prix politiquement depuis. Et qui en ont payé le prix politiquement, des campagnes quand même carrément racistes et xénophobes. Et M. Johnson a osé comparer l'Union européenne et associer le nom d'Hitler à l'Union européenne. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les Anglais qui ne s'estimaient pas suffisamment informés aient voté en faveur du maintien de ce pays dans l'Union européenne? Pour l'instant, et j'entends ce qui a été dit à l'instant par Laetitia Stroche-Bonnard, Nicolas Saols, sur le fait qu'il faudra attendre pour voir si ça a été une erreur ou pas. Pour l'instant, c'est vécu comme une erreur par une grande partie de la population britannique qui estime que ce référendum n'aurait jamais dû avoir lieu et qui sont catastrophés à l'idée de se retirer de l'Union européenne. Je pense qu'il y a des preuves un peu anecdotiques pour ça. Je ne sais pas s'il y a des preuves vraiment dans les sondages. On ne peut peut-être pas affirmer ça d'une manière aussi tranchée. Mais certainement, il y a des preuves anecdotiques pour ça. On a vu des manifestations il y a 2 semaines, il y a une grande manifestation à Londres. Des pétitions également. Voilà, il y avait une grande pétition, plus de 4 millions de personnes ont signé. Il y avait peut-être quelques problèmes avec la pétition. Il y a une grande manifestation aussi, où on a vu pour la première fois une certaine identité européenne visible en Grande-Bretagne. Et ce qu'on a vu aussi, bien sûr, c'est que le vote des jeunes s'est porté pour le maintien dans l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose quand même, je pense, assez flagrant. Mais on ne peut pas dire pour l'instant qu'il y a un très fort mouvement de renier la décision. Et d'ailleurs, Theresa May, elle a dit très clairement, comme elle a dit tout à l'heure, qu'on va négocier le Brexit maintenant. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir va apporter, mais pour l'instant, c'est la ligne du gouvernement. Ça, c'est sûr. C'est très vrai. Et la ligne de Theresa May est heureuse pour tout le pays, je pense, parce que c'est une ligne qui peut permettre
de réunir les deux parties du débat et de la bataille, parce que c'était une sacrée bataille, mais une bataille saine d'idées. Il y avait des excès dans les campagnes, mais honnêtement, du côté du Remain aussi, qui était vraiment très décevante. Ils ont abandonné la question de la souveraineté complètement aux Brexiters, comme on dit, alors que Cameron aurait très bien pu dire: moi aussi, je suis très attaché à la souveraineté. Ce sera mieux défendu à l'intérieur de l'Union européenne. Il a complètement laissé de côté ce sujet et je suis d'accord qu'il n'a pas défendu ni son accord de février, ni ce que fait le. C'était sa renégociation par rapport à la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et toute cette tentative d'intimidation du bon peuple par tous les experts qui disaient: vous serez tous ruinés vendredi prochain si vous votez d'une mauvaise manière, était psychologiquement, même démocratiquement, à mon sens, très critiquable. Et en tout cas, ça n'était pas efficace pour faire voter pour le Parti libre. Donc la campagne était franche. D'ailleurs, nous avons eu, pour la petite anecdote, dans notre association à Paris, une vote un peu pour s'amuser, parce que tout le monde était très triste par le résultat, sur les causes de ce résultat. Et plus de 3/4 des personnes ont considéré que c'était la très mauvaise qualité de la campagne qui était la cause principale. Alors, vous parliez à l'instant des excès de la campagne pour quitter l'Union européenne. Patrick Martin-Genier, parmi... De deux côtés, j'ai... Alors, pour ceux qui sont du côté du Brexit, qui portaient tout particulièrement sur l'immigration, vous y avez fait référence à l'instant, cette question de l'immigration va être centrale, néanmoins, dans les négociations à venir, puisque François Hollande a été très clair. Si le Royaume-Uni entend rester dans le marché unique, et Theresa May a été assez claire sur le sujet, on imagine que c'est vers un maintien dans le marché unique qu'elle se dirigerait une fois ces négociations enclenchées. Il faudra faire face à ces 4 libertés dont a parlé François Hollande ces dernières semaines, dont la liberté de circulation des personnes. Donc, quelque part, cette question de l'immigration ne va pas être résolue tout de suite, et Theresa May va devoir y faire face par rapport à une population très remontée sur la question, alors qu'il faudra la résoudre pour maintenir le Royaume-Uni dans le marché unique. Ça va être une des grandes difficultés des mois à venir pour elle. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que Madame May, enfin le Parti conservateur, veulent, excusez-moi l'expression, mais le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on veut conserver les avantages de l'Union européenne sans avoir les inconvénients. Je rappelle que la Grande-Bretagne ne fait pas partie des accords de Schengen, mais il y a tout de même un accord bilatéral, les accords dits du Touquet, qui régissent les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Alors vous avez vu la prise de position des uns et des autres, mais effectivement, on ne pourra pas demander, exiger une liberté totale de circulation dans l'Union européenne pour les entreprises, pour les salariés, pour les étudiants, sans avoir effectivement d'autres contreparties. Donc c'est la difficulté, et je crois qu'ils sont résolument optimistes, parce que j'ai entendu dire Madame May dit: nous allons faire de ce Brexit un succès politique. Il faut quand même pas exagérer. On vient de voter économique, c'est ce qu'elle escompte. Un succès économique et politique, alors qu'on vient de voter la sortie de l'Union européenne. Donc il va d'abord falloir gérer cette phase politique avant que d'en faire un succès politique et économique. Donc je crois qu'il y a un très très grand optimisme. Mais il y aura d'abord une phase de négociation. Il faut activer l'article 50 et ensuite, effectivement, voir de quelle façon on souhaite après. Laetitia Strauch-Bonnard, il faudra réunir un parti divisé, réunir un pays divisé également, et résoudre des problèmes très difficiles, comme cette question de la liberté de circulation des personnes, afin de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ça paraît, malgré l'optimisme affiché de Theresa May, quasi impossible vu d'ici. Oui, ça n'est pas faux, mais en même temps, je pense que Theresa May est une machine de guerre en termes de capacité de négociation. J'aurais juste voulu dire un mot sur l'immigration. Je pense qu'il faut arrêter de dire que la campagne du Brexit a été xénophobe et raciste. Certains éléments l'ont été, dans certains tabloïds, certains membres de UKIP, mais il y a eu aussi des débats très intéressants qui malheureusement ont été très peu rapportés en France, je dois le dire, et il y a une défense intellectuelle possible du Brexit. Ce n'est pas seulement le point de vue de quelques Anglais perdus dans le Nord qui ne comprendraient rien aux bienfaits de l'Union européenne.
par rapport à l'immigration, il y a de vraies conséquences pour beaucoup de personnes, notamment sur les salaires. L'immigration massive en provenance de l'Europe de l'Est a une conséquence sur les salaires des personnes les moins qualifiées. Elle tend à les faire baisser. Quand vous travaillez dans la construction ou la restauration, vous êtes directement touché. Alors bien entendu, vous vous en prenez aux immigrés, mais je ne pense pas du tout que ce soit un problème culturel ou un problème d'intolérance vis-à-vis des étrangers. Je pense que c'est vraiment une fausse idée parce qu'en France, nous avons des débats sur la question et nous transférons les débats que nous avons en France sur le Royaume-Uni. Les Britanniques ont abordé cette question de façon très pragmatique, c'est-à-dire quel impact ça a sur mes salaires, sur mon salaire, quel impact aussi ça a sur mon accès aux services publics, aux services de santé, aux écoles, aux hôpitaux. Il faut vraiment prendre en compte cet aspect et je pense que l'Union européenne dans son ensemble n'a pas compris ce que signifiait aussi la remise en question de l'immigration par une partie des Britanniques et elle s'est montrée très obtuse à ce sujet. Donc ça c'était une parenthèse par rapport à la remarque de tout à l'heure. Je laisse réagir. Oui, je suis assez d'accord avec la teneur de ces dernières remarques, mais je voulais réagir sur la question du processus de négociation. Dans mon propre travail, je négocie des opérations financières à longueur de journées et d'années, et la première question qu'on se pose en début d'exercice, c'est quels sont les buts respectifs des partis et quels sont leurs points forts et leurs points faibles. En l'occurrence, des deux côtés, mon opinion personnelle est qu'il y aura une perception, même si elle n'est pas publiquement avouée, qu'il faudra arriver à un accord constructif et qu'il est, au-delà de toute possibilité de doute, dans l'intérêt autant des membres de l'Union européenne que du Royaume-Uni de parvenir à un accord qui tient la route. Alors, la matière est très complexe, politiquement sensible sur différents points, donc ça ne va pas se faire dans 5 minutes, mais je pense que les partis arriveront à un accord parce qu'ils auront intérêt à le faire et ces réalités s'imposeront aux uns et aux autres. Jusque-là, pourtant, le ton des partenaires européens a été assez dur à l'égard de Londres. C'est un début d'une négociation, donc est-ce qu'il s'adoucira? Est-ce qu'on arrivera à un compromis qui fonctionne pour tout le monde? Ah, ça, c'est la grande question. Il faudra bien, d'abord, il y a un sommet qui va se dérouler au mois de septembre. On va parler de la reconstruction, la refondation de l'Europe. Et effectivement, il faudra que Mme May aille négocier les modalités du retrait. Et ça, vous avez vu que différentes personnalités, membres du gouvernement, sont pour qu'on aille vite. M. Jean-Marc Ayrault, Jean-François et M. Hollande ont dit qu'ils souhaitent aller rapidement. Mme Merkel semble aller un peu plus prudemment. Je pense que la précipitation est mauvaise conseillère. Et effectivement, il y aura peut-être d'abord un point de vue commun à avoir au niveau du Conseil européen, sachant que Mme May ne pourra plus participer aux délibérations du Conseil européen lorsqu'il s'agira de la Grande-Bretagne. Donc effectivement, il faudra d'abord que les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord. On a appuyé sur le bouton. Une fois que on aura appuyé sur le bouton, déclencher l'article 50. Nicolas Sarkozy, autant de questions pour l'Union européenne finalement que pour le Royaume-Uni à l'approche de ces négociations. Ah oui, je crois que c'est un moment assez historique. On a connu ces constructions de l'Union européenne un peu quand même pas mal sur les bases libérales, mais aussi sociales. On peut rire au fait que maintenant, Mme May se pose comme défenseur des droits sociaux, alors que pendant toutes les années, depuis les années Thatcher, la Grande-Bretagne a toujours critiqué l'Union européenne pour sa politique sociale. Le modèle social européen, ça a été toujours à critiquer par rapport aux courageux anglo-saxons qui étaient beaucoup plus aventuriers et entreprenants que nous, les paresseux européens. Ce qu'on critiquait, c'était des impositions imposées à partir de Bruxelles. Je pense qu'on est dans un moment charnière et moi, je pense que la situation est assez grave, malheureusement. Et je pense que le repli national, que ce soit maintenant en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe, ça va être désastreux. Je ne ménage pas mes mots, je pense que le repli national... Le Brexit n'est que le début. C'est que le début. Si ça continue comme ça, et si ça se propage en Europe, ce que certains Britanniques souhaitent, à tort à mon avis, ça va être désastreux pour tout le monde. Vous vouliez répondre très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. S'il y avait un processus de désagrégation totale de l'Europe, ce serait un très mauvais résultat, je suis bien d'accord avec vous. Mais je ne pense... Les Britanniques, ils veulent commencer ça. Et il y a beaucoup de gens dans le Pour vous, ça n'annonce pas un démantèlement pareil. souhaitent même
ils souhaitent quelque Non, part il y a une que cette histoire d'Europe non, disparaisse. c'est pas juste. Il y a une critique du fonctionnement actuel de l'Union européenne comme étant Tout à trop fait. bureaucratique et trop lointaine, et il y a un souhait que ce fonctionnement soit amélioré. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on souhaite que tout se casse la figure. Un dernier mot, Oui, Patrick je crois Martin. que pour oui. terminer sur une touche positive, il est absolument urgent que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent et essayent de... On a prononcé l'expression refondation de l'Europe. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Vers quoi nous allons? Est-ce qu'il ne faut pas reconstruire? Par exemple, reconstruire l'Europe sociale. Il y a des dispositions dans le traité qui parlent de l'Europe sociale. Donc, il faut aller de l'avant, mais il faut qu'on se réunisse effectivement pour savoir ce que nous faisons ensemble et vers où nous allons. Une petite pause tout de suite et on va